Cette matin, nous nous intéressons à présent à ces pratiques résilientes d'alimentation du bétail. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cet ensemble de pratiques, certainement? La réponse avec William Apollinaire Joki, bonjour. Bonjour, Emmanuel Rodiga. Comment allez-vous? Je vais super bien. Un plaisir de vous retrouver sur la matinale de la télévision nationale. Le plaisir est partagé. Face à la rareté des ressources naturelles pour alimenter le bétail, les chercheurs ne tarissent pas d'initiatives, ils s'investissent pour apporter aux communautés les réponses les plus appropriées à la problématique des changements climatiques. L'une des toutes dernières innovations en la matière est l'œuvre du laboratoire d'écologie appliquée à travers deux chercheurs, deux docteurs. Nous recevons un des docteurs, Dr Marc Mochor. Vous êtes spécialiste en production animale et gestion des systèmes d'élevage. Tout récemment, vous vous intéressez aux pratiques résilientes d'alimentation des bétails à travers le traitement des fourrages à faible valeur nutritive. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci d'accepter notre invitation. Alors, c'est quoi le déclic de cette recherche menée par vous et votre collègue, Monsieur Alassane Hassani Seydou? C'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà. Ok, il faut dire que au Bénin, l'alimentation du bétail, c'est-à-dire l'alimentation des gros ruminants, des bovins, repose majoritairement sur le parcours naturel, sur les fourrages et sur le parcours naturel. Et il faut noter que ces dernières années, avec les variabilités climatiques, les périodes de saison sèche qui deviennent de plus en plus longues, les montées de température, on constate rapidement un assèchement des parcours naturels. Et ceci pose d'énormes difficultés pour l'alimentation du bétail. Et il faut dire qu'en cette période-là, en temps de sécheresse, en temps de soudure, on constate que les animaux deviennent cachectiques. On a la quantité de lait produite qui est diminuée. Et ça se sent, hein, vous avez le lait qui coûte cher, le fromage qui coûte cher en cette période-là. Et on constate aussi que les animaux sont fragilisés. Et parfois, on enregistre des taux de mortalité. Donc, face à toute cette situation, il urge de trouver des solutions pour l'alimentation du bétail, notamment en saison sèche. Donc, nous avions pensé à de nouvelles pratiques alimentaires résilientes face aux variabilités climatiques. Et justement, quand vous parlez par exemple de productivité des cultures à double objectif, de sécurité alimentaire des petits producteurs laitiers, cela voudra dire que donner des compléments, tout à l'heure on parlait de compléments alimentaires, mais là, cette fois-ci, c'est pour les animaux. Oui, toujours dans l'objectif de trouver des solutions pour l'alimentation du bétail, notamment en saison sèche. Nous avions pensé à un certain nombre de solutions, à l'utilisation des cultures à double objectif, par exemple le maïs fourragé, le sorgho fourragé, pour nourrir les animaux. C'est bien vrai. Ici au Bénin, nous n'avions pas encore dans nos habitudes, les éleveurs n'ont pas encore dans leurs habitudes l'utilisation des sorgho fourragés, des maïs fourragés, la coupure de ces plantes flèchement pour nourrir les animaux. Donc, on est obligé de pencher sur la valorisation des pailles de sorgho, des pailles de maïs, à travers la technique de traitement à l'urée. Alors, expliquez-nous un peu comment se fait cette technologie, enfin cette technique où on parle d'utiliser l'urée pour apporter, je crois, c'est de l'azote, mais de l'ammoniac au fourrage que consomment les bovins. Comment cela se passe concrètement? Et déjà en saison sèche, nous n'avions que des pailles, nous n'avions que de la paille. Donc, ces pailles sont pauvres en valeur nutritive. Ah, donc seulement en saison sèche, on n'a que des pailles? On en a souvent, je viens de dire tantôt que le parcours naturel s'achève, ça sèche. Donc on a les pailles, on a les résidus de récolte, on a les fourrages grossiers. Voilà ce que nous avions. Ben, quand on parle par exemple de panicum, andropogon, marafalfa, ce n'est pas des fourrages? Des fourragères qu'on retrouve? Oui, ça c'est déjà des cultures fourragères, ce n'est pas le parcours naturel. Oui. Là, c'est des cultures là, qui ont donné ces genres de production fourragère. Non, quand je dis parcours naturel, ce n'est pas
ce sont des parcours naturels, ce n'est pas que l'homme a planté des cultures. Ok. Vous voyez, quand vous parlez déjà des cultures fourragères, c'est qu'il y a une initiative de l'homme qui a quand même... Qui a mis en terre qui a ses mis, plans. voilà. Donc, parcours naturel, vous voyez souvent les éleveurs de gros ruminants en promenade avec les animaux sur les parcours naturels. Voilà. Donc, lorsque ces parcours s'assèchent, les pailles ont une valeur nutritive très faible. Ils sont pauvres en azote. Et eux aussi, les parois de ces pailles sont grossières, ce qui ne permet pas une digestibilité efficiente au niveau des animaux. Et aussi, les animaux ont du mal à consommer ces pailles-là. Et tout ceci entraîne la baisse de leur performance. Donc, on a très peu de l'air, on n'a plus de la viande, c'est cela? Oui, la baisse de leur performance, que ce soit les performances de reproduction, que ce soit les performances sanitaires au niveau de la santé, la baisse du système immunitaire, tout ça. Voilà, oui. Donc, la technique de traitement à l'urée vient comme une solution pour améliorer, la valeur nutritive de ces pailles, très faibles en valeur nutritive, et au même moment aussi permettre une taux d'ingestion élevée, parce qu'en améliorant aussi ces pailles avec l'urée, ça donne un certain goût. Donc, l'animal n'a plus de difficultés à consommer, les pailles deviennent plus appétées. Pourquoi l'urée? Pourquoi seulement l'urée? Voilà, l'objectif de l'urée, c'est, on utilise l'urée pour ajouter de l'ammoniac et améliorer la valeur nutritive de ces pailles-là. Voilà. Maintenant, par rapport technique, comment cela se fait? Déjà, pour le faire, il faut disposer d'une fosse. Si je prends par exemple une tonne de paille, il faut disposer d'une fosse de 2 mètres de largeur, 6 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur. Donc, la fosse doit être profonde de 1 mètre avec ces dimensions-là. 5 mètres de longueur, 2 mètres de largeur. Voilà. Un peu comme on le voit là sur à l'écran là. Oui, vous aviez là, c'est ça. Ok. Oui. Et là, quand vous disposez de la fosse, vous mettez dedans les pailles. Donc, comment ça se fait? Déjà, il faut disposer de la paille, qui est précédemment stockée. Vous avez la paille. Il faut aussi disposer de l'urée. Il faut disposer aussi d'eau, puisqu'il faut beaucoup d'eau. Ah ouais? Oui, il faut disposer de l'eau et aussi de l'arrosoir. Voilà. Pour asperger la paille. Oui. Donc, comment la technique se fait? Il faut déjà prendre... disposer les pailles par botte de 20 kg. Et vous prenez une couche de paille non traitée pour tapisser le fond de la fosse. Et après, entre-temps, vous prenez 5 kg, vous pesez 5 kg de l'urée dans 50 litres d'eau. Voilà, 5 kg de l'urée dans 50 litres d'eau. Oui. Puis après? Puis voilà, donc après vous tapissez le fond de la fosse avec une quantité de paille non traitée. Ensuite, vous mettez maintenant les bottes de 20 kg. À chaque fois que vous mettez une botte de 20 kg dans la fosse, vous tapissez et vous mettez 10 litres de la solution. De la solution l'urée et l'eau, voilà. Donc, vous faites comme ça. À chaque fois que vous ajoutez 20 kg de bottes de paille, vous aspergez avec la solution au urée, vous tapissez encore et voilà. Et à la fin, il faut couvrir avec une vieille natte ou une bâche. Voilà. Parce que il faut dire l'urée, c'est du gaz. Donc, il faut vraiment fisser. Lorsqu'on finit, il faut couvrir, fisser. Le gaz à l'intérieur. Oui. Et puis, placer, même si possible. Mais c'est même pas si possible. Il faut nécessairement placer des pierres, des objets lourds sur la bâche. Voilà. Et vous laissez la fosse pendant 1 à 2 semaines. Avant l'utilisation. Et après cela... Et encore, pour utiliser la paille, c'est-à-dire pour nourrir les animaux avec la paille, il faut encore... respecter un certain nombre de conditions. Lesquelles? Il faut faire une adaptation. Adaptation, c'est-à-dire à la première semaine, vous nourrissez les animaux avec
je vais dire, vous prenez un volume de la paille traitée Oui. et 2 volumes de la paille Non non traitée. traitée. Ok. Voilà. À la deuxième semaine, vous prenez 2 volumes de la paille traitée et 1 volume de la paille non traitée. Et troisième semaine, maintenant, vous prenez la paille traitée uniquement. Mais Donc, est-ce que c'est pas aussi fastidieux? l'adaptation, C'est pas aussi fastidieux pour les producteurs, pour nos nos communautés, éleveurs. pour nos Non, éleveurs, voilà. parce que l'adaptation est progressive. Les animaux n'étaient pas habitués à ce nouveau aliment-là. Ouais. Donc, c'est maintenant vous l'apportez. Donc, vous devrez faire une adaptation progressive. Pour Voilà. que ces Et- bêtes puissent s'habituer Voilà. à cette nouvelle alimentation. Voilà, c'est ça. Alors, Et nous- aussi, il ne faut jamais utiliser ces pailles traitées à l'urée chez les animaux non fonctionnels, c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas, par exemple chez les jeunes ruminants n'ont pas encore toutes leurs fonctions digestives de rumination en place. Donc, les pailles traitées à l'urée s'utilisent essentiellement chez les adultes, Les bovins? c'est-à-dire Les les bovins? bovins, les vaches, les animaux adultes, les animaux qui... Même les caprins aussi peuvent aussi consommer cela. Oui, s'ils ont déjà un système de rumination en place. Ok. Voilà, donc c'est pourquoi il faut éviter les jeunes, animaux. Ah ben là, ça devient un peu délicat. Donc, d'où la formule 50, non, 5, 50 et 100. Ça veut dire on a 5 kg de l'urée, De l'urée, 50 litres d'eau, et puis 100 kg de de paille. paille. Oui, c'est ça. Quand vous respectez cette formule, Oui. alors vous êtes sûr de donner à manger correctement. Donc vous êtes sûr de bien nourrir. réussir Ouais. cette technique de traitement de la paille. Bah, c'est vrai que l'avantage que vous décrivez à travers cette technique, c'est de donner plus de nutriments à l'aliment, À l'animal. Oui. à l'animal. Est-ce Oui. qu'il n'y a pas d'inconvénients? Oui, il y a d'inconvénients. Lesquels? Premièrement, il y a le risque, le risque d'intoxication de l'animal, puisque Wow. là, nous sommes en train de parler de l'urée. Donc, il y a le risque d'intoxication. Et ça, c'est très simple. Lorsque vous sentez que l'animal est intoxiqué, il faut lui donner du vinaigre. Ah, Du d'accord. vinaigre, oui, oui. Il y a une solution à ça. Il faut lui donner du vinaigre. Comment je fais? Je Et prends aussi, l'animal et puis je... Ouvre et puis j'envoie. C'est cela, directement? Ou bien comment je oui, fais? vous faites tout votre possible pour lui donner du vinaigre. Du voilà. vinaigre? Oui, oui. Il n'y a Et pas de aussi, quantité toujours- à respecter Bon, pour un animal adulte, vous pouvez lui donner jusqu'à 2000 litres, 2000 litres, un quart, voilà. de vinaigre, oui, et puis oui. ça permettra Oui. de bien digérer. Oui. Et à Oui, part cela, oui. il n'y a pas autre Oui, inconvénient? aussi, il faut dire, lorsqu'on nourrit les animaux avec de la paille traitée à l'urée, il faut disposer de beaucoup d'eau. Ah, Oui, beaucoup d'eau. Oui, oui. Ben, puisqu'on Si- parle de changement climatique, vous dites encore beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il y a... Bon, il faut On veut donner, régler un il faut problème, mais donner- là, il faut donner beaucoup d'eau quand même. Parce que les animaux boivent beaucoup Ouais. après avoir consommé de la paille. Voilà. Ah. Donc, vous, si habituellement, vous abreuvez les animaux une fois par jour, là, il faut aller 2 à 3 fois. Voilà. Ça veut dire que si par exemple en un jour, les animaux prenaient seulement une fois l'eau, Oui. quand ils consomment, ces animaux consomment la paille, il faut, Il faut les abreuver. 3 fois ouais, moins. c'est ça, c'est ça. Oui. La technique 7 donne des nutriments aux animaux, mais ça demande à consommer beaucoup d'eau. Oui. Alors, est-ce que vous avez pu quand même apprendre cela à beaucoup de nos éleveurs? Est-ce qu'aujourd'hui, cela a déjà commencé à être pratiqué dans nos petits élevages dans les différentes localités? Oui, par exemple, le 3 mai passé, Oui. lors de notre Atelier, atelier de dissémination des résultats de recherche au laboratoire d'écologie appliquée à l'université d'Abomey-Calavi, Exactement. on avait invité des éleveurs venant de Gogounou, Kalalé, Abomey. On avait invité des éleveurs qui sont essentiellement membres de l'UDOPER. Ils nous sont venus de tous les coins du Bénin. Ok. Et nous avions mis en pratique une démonstration de comment traiter la paille paille. à l'urée, oui. Et il faut dire que pour faire la paille à l'urée, je viens de dire, il faut disposer d'une fosse. Ouais. Voilà, donc là, nous avons utilisé des caisses à défaut Justement, de vous voyez quelques images de caisses dans lesquelles on pourra aussi faire la pratique sans avoir la fosse. la fosse. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui. Est-ce qu'après, vous n'allez pas descendre dans les localités pour voir un peu comment est-ce que ces éleveurs mettent en pratique cette technique apprises?
Bien sûr, bien sûr. Et par rapport toujours à cette technique, il y a aussi Procès qui fait Tout à fait. aussi de la dissémination, vulgarisation de cette technique aussi. Ah d'accord, Oui. ça aussi s'est lancé aussi dans la même pratique. Oui. Je rappelle que cette dissémination a été faite avec bien sûr le soutien effectif du professeur Brice Saint-Saint. Oui. Il était de la partie parce que... Oui. Nous avions c'était une activité du laboratoire d'écologie appliquée et le professeur Saint-Saint était présent. Oui, il a coordonné aussi l'activité. Et nous avions aussi à nos côtés les gens du procès qui étaient aussi participants de cet atelier. Et aussi les gens des ATDA. Ah, ils sont venus aussi. Oui. Alors aujourd'hui, on est en train de prôner la sédentarisation de l'élevage de ruminants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur Marthe Modjo? Bon, moi, je pense que la sédentarisation, c'est vraiment une très bonne chose. Ouais. Déjà, nous avions, à travers la sédentarisation, on peut résoudre déjà beaucoup de problèmes. Les conflits, les conflits et aussi une alimentation efficiente des animaux. Ouais. Voilà. Une mobilisation, une immobilisation de l'élevage, on fixe les animaux. Une alimentation efficiente et aussi la gestion, une solution déjà à la conflit, aux différents conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ok. Oui. Et là, vous êtes aussi pour cette pratique qui a commencé, puis l'installation des campements pilotes. Je suis à 100% d'accord. Oui, il n'y a pas meilleure solution que ça. Je pense, oui. Vous pensez que le gouvernement a choisi une bonne direction pour régler une fois pour de bon ce problème où chaque jour, on ne parle que de mort entre éleveurs et agriculteurs? Oui. Non seulement ça, on aura une augmentation de nos rendements. Peut-être d'ici quelques années, le Bénin peut commencer par exporter le lait. Oui, c'est bien possible. Le lait ou le fromage, c'est bien possible. Au pays, on n'en a pas encore beaucoup parce qu'il y a un manque. Oui, là où on va maintenant, je pense que cette initiative du gouvernement de sédentariser les élevages, on aura forcément une augmentation de nos productivités. Nous pouvons couvrir même la demande nationale et voir exporter vers les pays de la sous-région. Alors, docteur Marthe Modjo, quelle sera la suite de cette recherche déjà faite? Est-ce qu'il y a une suite à donner à cette technique déjà partagée avec les communautés? Oui, nous allons continuer nos formations, nos accompagnements avec les éleveurs par rapport à l'adoption de cette technique-là. La maîtrise d'abord, il faut maîtriser avant d'adopter. Donc, nous allons les aider à bien maîtriser et aussi à bien utiliser. Puisque une chose est de maîtriser, une chose aussi est de bien utiliser. Oui. Merci beaucoup à vous, docteur Marthe Modjo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en production animale et gestion des systèmes d'élevage. Avec vous, on a parlé bien sûr des pratiques résilientes pour mieux alimenter, j'allais dire, nos bétails. C'est bien cela. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie. Merci également à vous aussi, William Apollinaire-Tchoki. On se retrouve tout à l'heure pour le débat matinal, le forum de discussion. On parlera d'un sujet très intéressant. On parlera bien évidemment de cette forêt située donc à Trabobo. C'est bien ça, un poumon vert d'initiative privée, mais aujourd'hui, voilà, cédé à l'État, cédé gracieusement à l'État. Quelqu'un qui a pris son argent, qui a acheté ce qu'on appelle son carré au Bénin, qui a implanté, qui l'a transformé en forêt, et il a dit, bon, j'offre ça gratuitement à l'État. Franchement, ça, c'est mon coup de cœur de la journée. Eh bien, on aura le temps de croquer ça à pleines dents tout à l'heure, bien évidemment. Le temps de recevoir par ici Jean-Claude James pour le journal, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Bon.